Bonjour tout le monde. Je me présente Steve Trang, coach accompagnateur à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Il me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un nouveau webinaire de l'école, mais fait cette fois-ci en partenariat avec Desjardins Entreprises. Donc, la thématique, comme vous le voyez sans doute à l'écran, c'est comment tirer profit des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour sa chaîne d'approvisionnement, les fameux facteurs ESG. Puis aujourd'hui, ben, on aura trois personnes qui vont intervenir. Donc, dans un premier temps, nous aurons, puis dans quelques minutes, je vais lui demander de se présenter, Nancy Goudreau, directrice générale du financement durable chez Desjardins, ainsi que M. Louis Veilleux, président et fondateur du groupe mondial, mais aussi président du conseil de Soluroc. Et nous avons aussi Josiane Pouliot, PDG du groupe Promotech. Donc, l'objectif aujourd'hui, ben, c'est d'arrêter de voir un peu les ESG pour certains comme une contrainte, mais plutôt comme un levier. Puis, on va prendre un angle particulier aujourd'hui, c'est comment les ESG sont devenus essentiels dans la chaîne d'approvisionnement. Puis, on va explorer des cas concrets d'entreprises, donc avec Monsieur Lemieux et Madame Pouliot, qui ont intégré les ESG par choix stratégique, puis voir comment justement les ESG peuvent devenir des leviers à la compétitivité de nos organisations. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire où on va avoir un échange. Évidemment, si vous avez des questions en tout temps, il y a la section Q&A, donc questions et réponses que vous avez dans Zoom, où vous pourrez nous poser des questions, puis on va se les réserver pour la fin. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Madame Goudreau à se connecter. Donc, Nancy, content de te retrouver. Comment vas-tu? Merci. Je vais très bien. Et toi? Ben, je vais super bien, content de te voir. On a eu une rencontre il y a quelques semaines de ça en préparation au webinaire. Donc, Nancy, peut-être dans un premier temps, si tu voulais te présenter, quel est ton rôle chez Desjardins? Alors, je suis directrice générale et chef du financement durable chez Desjardins dans la division de services aux entreprises. Essentiellement, mon rôle, c'est un rôle d'accompagnement pour que nos membres clients soient capables de se mettre en action pour faire la transition. OK, Alors, on est là vraiment pour supporter les entreprises à prendre action. OK, parfait. Puis ça fait longtemps que tu es chez Desjardins? Ça va faire 3 ans que cette division-là 3 ans chez existe. Desjardins. Oui, Parfait, exact. excellent. Donc, si on parle un peu de la thématique d'aujourd'hui, pourquoi cette thématique-là t'interpelle, toi, Nancy? La réalité des choses, c'est qu'on voit bien dans l'intérêt ou l'engouement ou les interrogations que le développement durable va créer, qui est un concept. Puis, en même temps, on entend les facteurs ESG qui sont des façons de mesure. Puis, parfois, les PME ne se sentent pas particulièrement interpellées. Ils n'ont pas l'impression que ça les interpelle ou que c'est pour eux ou que c'est plus pour la grande entreprise ou encore c'est plus sur une base internationale. Quand on prend l'angle de la chaîne d'approvisionnement, c'est là qu'on comprend combien concret la réalité, ils sont déjà interpellés à avoir des actions à mettre et que ça va amener, tout comme tu le mentionnais au début, des leviers d'opportunité pour eux. OK. Donc, justement, comme tu le mentionnes, c'est que probablement que les gens, sans le savoir, ils en font déjà du ESG. C'est ce que je comprends. Exactement. Parfait. Exactement. Ah, bon, ben génial. Donc, tu nous as parlé un petit peu de la thématique. Donc, on va l'aborder aujourd'hui dans différents blocs. Mais je commencerai avec notre premier intervenant. Donc, Louis, est-ce que tu veux te joindre à nous? Me voilà. Wow. Te voilà, Louis. Excellent. Donc, Louis, comme je le disais d'entrée de jeu, président fondateur du groupe mondial, mais aussi, puis ça, tu me l'as dit par la suite, président du conseil de Soluroc. Donc, Louis, si tu me parles un petit peu de toi en quelques mots, là, en plus de ces titres-là. Donc, qu'est-ce qui te passionne? En fait, ma grande passion, c'est l'humain. Ça a toujours été l'humain. Je suis cofondateur du groupe mondial, là. Je fais rien vraiment tout seul, moi. L'humain, c'est la plus grande chose ça peut être la pire des choses qu'on voit de ce temps-ci. Ça peut être aussi la plus belle chose. Alors, moi, je focus beaucoup sur le bien, sur le mieux. Et d'être en affaires, c'est vraiment pour moi un front. Mon objectif, c'est de transformer positivement le plus de vies possible. Fait que, on a un Wow. compteur sur le site du Groupe mondial, le nombre de vies qu'on transforme positivement. Mais en fait, c'est comme à peu près n'importe qui, c'est d'avoir un impact dans la vie, d'avoir un impact positif. Là, pourquoi on existe, là? C'est un peu philosophique, mon affaire, mais quand on, quand on se branche les grosses affaires, ça nous donne des agendas très occupés parce qu'on ne peut pas arrêter, il faut continuer de ramer dans les rapides de la vie.
Parfait. Oui, est-ce que tu me permets? Évidemment, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'écoute, qui connaît l'entreprise. Peux-tu nous en parler rapidement? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Oui, alors le groupe mondial, on est des sous-traitants en transformation du métal. Donc, on va fabriquer des composants, des produits, même des produits finis pour des grands OEM de ce monde. On est, euh, on est 250 membres d'équipe. On n'a pas d'employés, c'est des membres d'équipe, c'est très différent. On est sur 3 sites. On a une relève qui est bien en place. Et au niveau de Soluroc, on est un groupe d'entreprises qui travaillent sur des produits d'usure en grande partie du secteur minier, sable bitumineux, les carrières. Et tout ce qui est de l'usure, on amène des solutions. Donc, oui, on a des produits, mais on est surtout en mode solution. Puis mes autres business, là, c'est d'autres affaires qui vont prendre beaucoup de temps à jaser, là, mais entrepreneur avec un déficit d'attention que je nourris, comme je dis souvent, j'aime bien entreprendre. Donc, c'est ça qu'on disait un peu en préparation. C'est peut-être pas un déficit, c'est peut-être un bénéfice d'attention que tu as. C'est un bénéfice d'attention, effectivement. Excellent. Ben merci. On va demander maintenant à ta collègue du midi, Josiane, de joindre à nous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Josiane qui est PDG de Prometech. Donc, Josiane, un peu la même chose. Peux-tu nous parler un petit peu de toi? Oui, ben c'est ça. Moi, ce qui me stimule en ce moment, c'est d'être à la tête de l'entreprise familiale, donc d'être la troisième génération maintenant là, qui chapeaute cette entreprise-là, une usine à Québec sous la dénomination de Promotech, puis une usine à Rimouski aussi sous le nom de PMI Structure. Donc, c'est une centaine d'employés, un peu comme Louis dans le secteur de la transformation de l'acier, donc pylônes électriques, des supports, des plateformes pour divers équipements, puis aussi des structures de bâtiments. Donc, nos clients, c'est des sociétés d'État, des grandes compagnies, des entrepreneurs en construction aussi. Donc, je vais expliquer un peu tantôt, c'est arrivé par où l'intérêt des critères ESG, mais fait que c'est ça, c'est ma courte présentation. OK, parfait. Ben, merci à vous deux. Je pense qu'on peut déjà débuter, puis on avait prévu un premier segment, parce que tu sais, c'est beau, on s'est mis à en entendre parler. C'était un peu un buzzword, le ESG, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Même que à l'école d'entrepreneurship de Beauce, ben, on a des intervenants qui viennent de temps en temps. Nancy en fait partie, je crois bien, là, pour venir parler des ESG. Mais comment vous avez pris conscience de ça, là? Tu sais, au début, c'était quoi pour vous les ESG? Puis je commencerai avec Louis, peut-être Josiane par la suite, puis je vais laisser Nancy vous questionner un peu plus que moi parce qu'elle, c'est la vraie experte. Donc, Louis, vas-y donc. Hey, c'est une drôle d'histoire, en fait. C'est vraiment une drôle d'histoire. La prise de conscience, il y en a eu deux. Dès le début de l'acquisition, la première acquisition qu'on a faite il y a 20 ans, euh, naturellement, je dirais, par osmose, lire des bons livres, lire au niveau du lean, lire au livre à propos des gazelles. Dans les lectures, on parle des best practices. Et nous, on a toujours été axé dès la première journée sur l'humain. Fait que le S, le côté social, c'est un facile. La gouvernance, quand tu pognes une entreprise de 8 millions, ben, il y a de la gouvernance, mais on n'écrit pas des livres là-dessus. Fait que, je dirais, l'environnement, ben, écoute, on est dès le début amené à être ISO 14001. Fait que les premiers 10 ans pour nous, on est d'une zone assez confortable, mais à un moment donné, à travers le QG100, on est membre du QG100, c'est assez intéressant comme organisme. Il y a vraiment du genre de talent. Et on nous a fait une rencontre avec Jean-Marc Jacobichi. C'est un Français, là, un ingénieur français. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait brosser la cage de même. J'ai été, euh, j'ai presque été en état de choc quand j'ai fini cette rencontre-là. Ça passe, le choc passe. 2 jours plus tard, un très bon entrepreneur québécois, François Tardy, m'appelle et me demande d'aller luncher avec. Je ne pose pas de questions. Je vais le voir, puis il me parle d'environnement, puis il me parle de Jacobichi encore. Fait que là, c'est capoté. Fait que le lendemain de ça, moi, je dors. Quand je me couche, je dors. Là, c'est du sommeil du juste. Ou je suis brûlé quand je dors, mais je ne dors pas. J'ai fait des rêves de fou. Je suis grand-père, puis
dans mon rêve, ma petite fille me tire par le veston, puis elle me dit, toi, grand-papa, qu'est-ce que tu as fait pour l'environnement? Derrière, tout brûle. Fait que là, je me réveille, évidemment. Je n'ai pas mangé de croton le soir depuis ce temps-là. Là. Je fais ça, c'est la faute du croton. Mais sérieusement, mon coming out environnemental a été là. On en fait ISO 14001, les normes du Québec, c'est assez simple à atteindre. On n'est pas au niveau mondial. Et là j'ai vraiment pris un virage. On a intégré ça avec notre gouvernance et c'était ça mon call to action. Et ça fait Wow. 3 ans et demi qu'on est en action. Parfait. Wow, ben vraiment extraordinaire. Puis justement que ça se passe même dans le rêve. Puis là, je pense que vous êtes en train de le réaliser, ce rêve-là. Merci, Louis. J'irai avec Josiane. Toi, de ton côté, ta prise de conscience. Puis Nancy, ensuite, pourra vous questionner un peu plus intensément. Oui, ben de mon côté, critères ESG, c'est un terme que j'entendais de plus en plus, mais honnêtement, sans trop m'y intéresser personnellement. À ma compréhension, puis dans ma perception à ce moment-là, c'était beaucoup tout ce qui est en rapport avec l'environnement. Donc, tu sais, mon réflexe assez vite a été, je suis pas une entreprise qui travaille dans le secteur de l'environnement, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Ça, c'était mon premier réflexe. Toutefois, l'élément déclencheur de notre côté, ça a été une demande d'un de nos clients importants. euh, à partir d'une date donnée, à chaque dépôt de soumission, on allait devoir déposer le résultat d'un questionnaire de développement durable. Puis là, tu as, un échéancier, tu as des dates, et à partir de 1er janvier, je pense que c'est 2024, bien là, soudainement, notre score à ce questionnaire-là allait être un critère de valorisation de notre offre. Donc, en d'autres mots, ça allait pouvoir influencer notre positionnement quand on allait déposer la soumission. Fait que là, soudainement, là, ça a comme captivé mon attention, puis en même temps, ça déclenche le sentiment d'urgence. Puis là, à ce moment-là, tout devient une montagne, puis tu ne sais pas par où commencer, puis par où te Hmm. pitcher. Fait que ça, on va y revenir un petit peu plus tard ce midi. Excellent. Donc, qu'est-ce que tu aurais du goût de dire, Nancy, là, suite à ces belles introductions? Bien, première chose, là, qu'est-ce qu'on remarque, là, c'est que ça n'arrive pas toujours de la même direction. Dans le cas de Josiane, on arrive, on dit on a un élément déclencheur qui est essentiellement la chaîne d'approvisionnement qui t'a fait savoir, hey, oh là, il se passe quelque chose, puis maintenant, il va falloir que tu te mettes en action. Louis, de ton côté, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une prise de conscience qui vient aussi des valeurs des personnes qui composent une entreprise. Une entreprise, c'est un organisme. Puis ça, c'est super important. Puis je note aussi, Louis, que tu portes la même petite pin que moi pour les ODD. Donc, je voulais juste le souligner. Ceci étant dit, c'est là où est-ce qu'on trouvait important, puis là, ça rappelle un peu le pourquoi qu'on veut faire ce webinaire-là, c'est de montrer que la raison pour laquelle on se met en action n'est pas important. La réalité, c'est que la validité de l'entreprise, c'est de rester pertinent à l'intérieur de sa chaîne d'approvisionnement. S'assurer qu'on est pertinent auprès de nos clients, puis de savoir ce que nos clients veulent ou qui anticipent que tu pourrais avoir. Puis aujourd'hui, au lieu de prendre le critère OSG ou les développements durables, les mesures ESG étant les mesures de comment on évolue en développement durable, puis se dire, ben, ah mon Dieu, je ne sais pas par où le prendre, puis c'est inquiétant. Si on se le met dans un critère d'affaires, on est capable de se mettre en action. Puis là, ça va m'amener à la prochaine série de questions. On a un élément déclencheur, que ce soit un élément de valeur, un élément d'entreprise, un élément qui vient du conseil d'administration, ou même des fois des employés. Hein, je ne sais pas, entre vous, Josiane puis Louis, je vais vous entendre en 30 secondes. J'ai l'impression que vous avez peut-être certains employés qui lèvent un peu la main et qui disent Hey, on fait quoi là-dedans? Josiane, je sais parce que tu m'en as parlé un petit peu. Ben exactement. Tu sais, c'est sûr que ça captive plus l'attention des plus jeunes générations, si je peux dire. Puis là, ben, c'est à ce moment-là que ben, tu sais, tu deviens un peu énergisé par tes collègues de travail qui ont eux aussi envie de changer les choses avec toi. Fait que, tu sais, faut prendre la balle au bon, comme on dit. Fait que c'est un peu de cette façon-là qu'on essaye de faire avancer les choses une étape à la fois dans notre entreprise. Ce que tu vois, c'est que la stratégie, il y en a qui l'appellent la stratégie du burger ou la stratégie du sandwich commence à arriver. Là tu es pris entre les nouveaux employés puis les nouvelles générations qui rentrent qui disent Hey, moi, je m'attends à. Puis là, tu as une chaîne d'approvisionnement qui dit ben moi aussi, j'ai des attentes maintenant, puis les attentes semblent s'enligner. Fait que, comme pas le choix de te rentrer dans l'entreprise. De ton côté, Louis, as-tu la même vibe? En fait, c'est un peu différent. Dès le début, j'ai ciblé, j'en ai parlé évidemment à mon équipe de direction.
a rythmé beaucoup de communication. Dans nos rencontres stratégiques aussi, on a parlé de ça. Et rapidement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui levaient la main et c'est ce qui a fait notre succès. Dans l'entreprise, on avait des talents forts qui étaient prêts à développer, d'être capable de nous amener très, très vite. Notre 0-100 km/h a été extraordinaire là-dedans parce qu'il y a des gens qui se sont impliqués, qui avaient du talent et ça l'a fait bloomer, euh, fleurir des talents et surtout faire grandir l'entreprise. Mais aussi, pourquoi je dis que c'est un peu différent? Parce que euh, on sonde beaucoup nos membres d'équipe et j'ai vu une grosse progression, beaucoup les premières années qu'on a commencé de parler de ça, l'engouement pour les membres d'équipe envers l'environnement, là, on avait 60% du monde qui s'en foutait un peu, qui n'était pas mindé pantoute là-dessus. Et on a viré ça de bord. On est rendu à peut-être 40% du monde qui sont moins touchés par ça. Donc, on fait un travail qui fait avancer les gens. Mais à force d'en parler, à force de rendre, puis on le voit à travers des interviews, les dîners du président, les soupers du président, j'ai encore cette méthodologie de m'asseoir avec mon monde. Et je l'ai direct, on est capable d'avoir ces discussions-là. Là. C'est pas, on n'a pas des sondes dans la tête de notre monde pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est, mais on sent un bon virage à ce niveau-là. Et nos fournisseurs aussi. Puis ça, c'est un gros avantage de la PME, hein? Autant que la petite, la grande, la moyenne PME, la réalité des choses, là, cette possibilité d'agilité-là, d'être capable d'intégrer nos employés, d'avoir cette innovation en continu-là, cette agilité-là également de s'adapter. C'est là où le développement durable nous emmène. Il faut arrêter de penser ça comme étant on se met des critères pour faire plaisir à notre financier, on se met des critères pour faire plaisir à. On ne fait pas plaisir à personne. On est en train de se donner des bons outils pour continuer de faire prospérer notre entreprise. Puis c'est là où vos cas concrets vont probablement aider notre auditoire à comprendre à quel point aujourd'hui, c'est critique pour eux qu'ils s'y penchent avant que quelqu'un s'y penche pour eux puis qu'ils leur dise ben, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle actuellement, c'est que facteur déclencheur, on voit qu'il y a des intérêts autant de nos employés, évidemment de notre chaîne d'approvisionnement. J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être du sort dans l'engrenage dans certaines affaires, des choses qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. On vient pour le faire, mobiliser nos gens, s'assurer que pas une multiplicité, parce que si on a beaucoup d'enthousiasme aussi, des fois, on a une génération d'intérêt sur plusieurs plateformes qu'on voudrait développer. Puis j'aimerais vous entendre là-dedans, ben, pour se mettre en action, là, puis pour répondre à ça en se disant, ben, là, j'ai le facteur déclencheur, j'ai des gens qui sont intéressés. On a tous des éléments qu'on se dit, ça nous a travaillé un peu. On est obligé de sortir peut-être de notre zone de confort. Je ne sais pas si Josiane? Oui, ben de notre côté, c'est ça. Là, au début, c'est vraiment, ça semble être une montagne à gravir. Mais moi, j'étais quand même animée par mon sentiment d'urgence, de mon exigence client, puis l'orgueil aussi qui veut avoir une bonne note dans le questionnaire, tu sais. Fait que la première étape pour te mettre dans l'action, c'est vraiment de prendre conscience, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, le critère ESG, parce que c'est beaucoup plus que ce que j'ai dit au départ, que dans mon interprétation, c'était seulement l'environnement. Donc, c'est plus que ça. C'est des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. On a eu un conseil avancé, nous, avec Investissement Québec. Donc, c'est là qu'on a qu'on a appris les objectifs, les 17 objectifs des Nations unies pour le développement durable. Là, dans les premières étapes, tu fais un inventaire, pas nécessairement de tes processus, mais avec la conseillère qu'on avait qui nous a aidés, ben, tu te rends compte que finalement, t'en fais beaucoup plus que tu penses. Là, t'en as plus dans ton entreprise que ta perception était. Ta matière première est faite de matériaux recyclés, tu fais ta gestion des déchets parce que tu es obligé, tu évalues tes fournisseurs, tu fais de la gestion de risque, tu t'informes auprès de tes employés, des politiques diversité, inclusion. Fait, là, soudainement, là, ça devient OK. Je vais être capable de traverser ça. Puis là, en plus, au fur et à mesure que tu travailles ton dossier, bien là, tu te rends compte que ça intéresse un peu tout le monde autour de toi. Fait, puis là, je suis loin de dire que ce qu'on fait en entreprise est parfait, qu'on est très avancé, mais de prendre action puis de réaliser ça, ben, c'est la première étape. Tu sais.
Je On ne me vise pas la permets, perfection, Josiane, c'est l'excellence. ouais, puis je me permets peut-être de réagir. On disait qu'à l'école d'entrepreneurship, des fois, on a des ateliers là-dedans, puis souvent, les gens qui en entendent parler pour la première fois, je répète, ils voient ça comme une contrainte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en évaluant ces facteurs-là, comme vous l'avez fait, là, on réalise, hey, on n'est pas si pire que ça. Puis ça a un effet mobilisateur. Donc, on n'est pas pourri, on ne part pas de rien, on en fait déjà, mais on vient le nommer, justement. Fait que je trouve ça intéressant comment tu l'amènes, Josiane. Louis, toi, de ton Absolument. côté, poursuivre avec ce que Nancy a dit? Ben, en fait, je vais rebondir sur ce que Josiane dit. Je suis à la même place qu'elle. Euh, une des choses que quand tu es en affaires puis que tes affaires vont bien puis que tu as de la croissance, c'est que tu es capable de prendre action. Il y a certaines entreprises qui s'endorment au volant, mais quand tu es en croissance, quand tu as un plan euh, stratégique qui est très qui t'oblige à t'améliorer, ben prendre action. Alors, premiers mois pour nous ont été gérés par la foi. On a cru à ça. Alors, on était une petite gang de croyants, là. On était freak un peu. Je me souviens, il y a quelques années, je disais, écoute, moi, je suis pas un early adopter, j'aime les technologies éprouvées, tout ça. Puis dans ce cas-là, ben, on est plutôt été un innovateur dans notre domaine parce que de prendre, tu sais, je le répète, on est ISO 14001, tout ça, c'était bien correct, c'était très confortable. On s'est enlevé ce confort-là et on est allé vers cette zone d'inconfort qui est extraordinaire et on a pris action. On a vu où et on a amené ça à notre saveur. En fait, on l'a intégré dans notre processus de gouvernance, dans notre processus social, dans l'entreprise et dans notre processus de production qui est basé vraiment sur le lean, là, sur le système de production de Toyota. Là, on ne peut pas les nommer parce que c'est les meilleurs là-dedans. Alors, notre approche, elle a été de mesurer, de regarder, mais de commencer à regarder les gaspillages. Puis comme Josiane disait, oui, on a eu des pressions des fois du monde qui dit c'est important, tout ça, mais c'est pas ça qui nous a rêvé, c'est vraiment, merde, on a du gaspillage, puis à chaque fois qu'on enlève du gaspillage, ben, on améliore notre empreinte carbone, on réduit nos déchets, on réduit l'utilisation des énergies, on réduit la pollution. C'est nos quatre piliers, parce qu'on n'a pas décidé d'en faire 15. On a commencé par le scope 1 puis 2. La théorie du rond de poil, c'est un beau son, moi. Fait que, il faut que tu sois bon chez vous avant de vouloir être bon ailleurs. Fait que cette théorie-là nous a rêvé comme toutes les autres affaires. Puis, c'est là qu'on s'est aperçu que on a, on a amené des projets porteurs qui ont eu un impact positif sur l'environnement chez nos clients, sur le bottom line aussi. En fait, ce que j'essaie de dire à tout le monde, c'est payant. En fait, ce qu'on sauve en gaspillage, c'est du DDC. Madame Goudreau devait connaître ça chez Desjardins, c'est super important. C'est une technique, c'est du direct dans le compte. Ça, là, moi, je paye l'école pain, là, puis ce bout-là, je comprends. Quand ça va dans le compte, c'est bon. Ça nous a aidé. Mais dans la question de Steve, il y a une affaire qui me borde un peu. On disait, oui, le monde en parle. En fait, il y a beaucoup de monde qui parle du ESG, puis il n'y a pas grand monde qui agit. C'est pour ça que je rebondis sur ce que Josiane disait. Josiane, elle agit. On agit. Et il y a beaucoup de monde qui dit c'est important, puis écoute, tes financements, tout ça, on a un super bon financement. Avec Desjardins, là, on a un super bon financement. Le financement avec côté environnemental présentement, il n'y a, pas d'avantage. OK? On ne croit pas en avoir d'avantage. Il faut vraiment trouver son propre avantage. Si tu fais des choses pour les autres, tu ne le feras pas comme il faut. Faut vraiment avoir la foi. Là. Je suis tannant avec ça. Là. C'est pas un mot à mode de ce temps-ci, mais c'est vraiment ça qui manque souvent dans nos entreprises. Fait que si on est capable d'avoir un but commun, d'amener notre équipe et nos fournisseurs et tous nos stakeholders de ça, présentement, nous, il y a un seul client qui a vraiment eu un impact là-dedans, qui ont des poutres
the money where their mouth is. Ils ont vraiment mis l'emphase et comme Josiane, on a un client qui dit ça a un impact sur les bids que tu vas faire. Puis si tu n'es pas, dans notre cas, on est EcoVadis. Alors, si tu n'es pas avec un bon score d'EcoVadis, prépare ta sortie, on ne te gardera pas longtemps. J'aime ça. En fait, l'EcoVadis, Oui, c'est vas-y, la Nancy. certification, Louis. Fait que c'est une certification tiers qui vient valider un peu que vos processus sont alignés avec l'environnement et la gouvernance et tous les facteurs qui sont ESG. Ce que je trouve intéressant, puis bien que ça m'a frappé au cœur quand tu dises que Desjardins ne regarde pas, ils ne valorisent pas l'environnement, ce qui n'est pas vrai, mais que c'est apparent à ce qu'on appelle dans la bonne gestion de risque. C'est qu'il faut faire attention. On entend beaucoup parler aujourd'hui de gens qui vont dire ah, ben là, il faut avoir des ajustements monstrueux parce qu'on voit l'environnement. Mais c'est de la bonne gestion de risque. Groupe mondial, les entreprises que vous faites affaire, si vous nous présentez un profil de risque parce que vous gérez mieux vos matières, vous êtes plus profitable, vous êtes capable d'avoir une intégration, vous gardez vos employés, ce qui veut dire que votre performance d'employé augmente. Un employé qui reste plus longtemps en poste va être plus performant. Bien, dans un contexte comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va être traduit par une profitabilité accrue, par une performance ou une résilience de l'entreprise à des situations économiques qui peuvent être variables. Dieu sait qu'en ce moment, on en s'est fait bardasser au cours des 5, 6, 10 dernières années. Et ça vient intégrer à l'intérieur des financements que quelqu'un comme Desjardins va faire. Ça va devenir plus formalisé dans le temps. On le voit, le secteur financier évolue pour que ça devienne plus, que je dirais, frontline. Donc, moi aussi, j'utilise malheureusement des anglicismes, mais plus en avant-plan, sur lesquels on va être capable de dire, bien, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, c'est intégré dans ce qu'on appelle une bonne gestion de risque. Et ça revient aux deux commentaires que vous avez faits, Josiane et Louis. On le fait par conviction, mais on le fait par conviction d'affaires, puis on fait des choix d'affaires. La réalité des choses, je suis convaincue, autant Louis que Josiane, vous avez une liste longue de même de choses que vous pourriez faire en ESG, mais vous n'allez pas toutes les prendre. Tout comme vous avez une liste longue comme ça de choses à faire pour faire prospérer votre entreprise, puis vous allez appliquer des filtres de choix. Puis je suis convaincue qu'actuellement, c'est ça que vous faites. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur ça. Comment qu'on fait les bons choix? Fait que peut-être Josiane? Oui, je peux y aller. Ben, tu sais, la première étape, je parlais tantôt de faire un inventaire, tu sais, de prendre connaissance de l'environnement autour de nous, l'environnement d'affaires. Tu sais, la première étape, c'est pas d'aller faire un bilan carbone, là, vraiment pas. C'est pas une bonne idée de commencer par là en premier, si on veut. Fait que, tu sais, on planifie en fonction des efforts qu'il y a à mettre du gain potentiel, mais aussi avec la disponibilité de nos équipes. Il faut que l'intérêt soit là. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est plus pertinent chez les jeunes générations. Ben, let's go, embarquer avec moi dans le projet. Tu sais, de réaliser aussi des petits gains au fur et à mesure que notre plan d'action progresse, ben, c'est encourageant aussi. Tu sais. La première étape, c'est vraiment pour moi, j'ai besoin d'être convaincue avant d'être convaincante. Fait que c'est dans les premières étapes que tu fais. Après ça, le plan d'action, ben, c'est une étape en arrière de l'autre, à la vitesse que l'organisation est capable de digérer, si je peux dire. Mais tu sais, ça fait du sens. Je parlais tantôt qu'on travaille dans le secteur de l'énergie, qu'on a des clients comme Hydro-Québec. Ben, je participe à la transition énergétique. Ben, ça fait du sens dans mon entreprise de me soucier de ça. Fait que c'est un peu si on veut, le concept. Il y a des gens que ça ne leur intéressera pas, c'est correct. Choisissez un autre projet, mais si vous n'êtes pas ouvert à ça, sachez que vos employés vont probablement l'être ou c'est par eux que vous allez être confrontés peut-être à l'action. Mais avant de passer à Louis, je voudrais juste faire une petite question follow-up, Josiane, sur ce que tu viens de dire, parce que là, on va reprendre le thème de la chaîne d'approvisionnement. Ce que tu viens de mentionner de façon très forte, puis peut-être que tu vas pouvoir élaborer un petit peu plus, c'est que quand on est dans une entreprise, il faut qu'on sache qu'est-ce que notre client s'attend de nous. Il faut qu'on soit un avant-plan de qu'est-ce qu'il pourrait nous demander et comment les choses pourraient venir nous impacter plus tard en fonction des postures. Tu nous as mentionné au début que tu faisais affaire avec des grands clients. Aujourd'hui, tu as révélé un de ceux-là, mais il y en a plusieurs autres. J'imagine que dans la bonne gestion d'entreprise, au-delà même du développement durable, tu regardes où est-ce que s'en va mon client? C'est quoi qu'il est en train de demander? Faites affaire dans une chaîne d'approvisionnement de grandes entreprises, là. Il y en a plusieurs qui ont même des rapports qui sortent en disant c'est ça qui est important pour moi, puis voici comment je me mesure.
j'imagine que ça vient impacter aussi les décisions ou les choix que vous faites en fonction de vous assurer que vous allez être pertinent à ces clients-là. Exactement. Tu sais, une entreprise qui ne fait pas de veille, tu sais, que ce soit de sa concurrence, de ses marchés, ça, tu vas toujours être en rattrapage, là, tu sais, tu ne seras pas efficace. Fait que c'est sûr que c'est important, puis je considère que c'est mon travail aujourd'hui de faire ça, d'essayer d'avoir un pas d'avant ou, tu sais, au moins d'être au fait de la transformation du marché présentement, moi, dans ma position avec mes clients, mais ensuite dans la position et dans les liens que je vais avoir avec mes partenaires comme mes fournisseurs, mes sous-traitants. Donc, tout est dans tout. Ça, c'est mon expression favorite ces temps-ci. Ça reste encore, c'est good business sense. On n'est pas en train de dire Exact. que le développement durable a changé la façon dont tu devais travailler. Tu Non, dois continuer de faire de la veille. Tu dois être à l'affût où est-ce que ton client s'en va. Puis de ton côté, j'imagine, Louis, c'est exactement la même chose, hein, quand on se dit qu'on priorise, qu'on regarde tout ça. On pourrait t'entendre là-dessus? Oui, ben en fait, c'est très intéressant de comment on a notre gouvernance, on l'a mis en image avec une forme de flywheel, des points, 5 points, 6 points importants qu'on veut faire, et on a ajouté le point environnemental. Ça a amené une profondeur de pensée, une profondeur de développement. Ça nous a obligés à faire un pourquoi de plus et à se poser des questions. Et c'est là que je dis que c'est devenu payant. Là, c'est presque de l'intangible, mais on a fait des choix qui ont. Je donne un exemple. Au lieu d'agrandir une usine, on s'est posé des questions vraiment beaucoup. On est devenu beaucoup plus intelligent à cause des questions qu'on se posait et des projets de plusieurs millions ont été mis de côté à cause que l'environnement, à cause de l'environnement, à cause du côté du coût de ça, mais en le faisant à travers des yeux verts, on a trouvé une technologie qui nous a aidés. On est en demande de subvention. Tantôt, mon amertume, c'était pas de dire que Desjardins ne fait pas ses affaires. On a déjà un maudit bon financement. Mais Merci. c'est que les gouvernements disent c'est important. Ils disent hey, il y a de l'argent pour ça. Il m'a dit on n'en voit pas bien, bien cet argent-là. Elle est difficile. Il y a des red tape encore. C'est plate que, que les paroles et les poches ne suivent pas la même ligne. C'est mon point. C'est le temps que ça se fasse. En fait, une entreprise qui est bien développée, qui est au top, mettons, d'EcoVadis, à mon avis, elle devrait être 3, 4 fois plus l'EBITDA qu'une autre. On devrait avoir une valorisation pour que les entrepreneurs comprennent que si tu veux vraiment créer de la richesse, de la valeur dans ton entreprise, à un moment donné, ça devrait valoir plus cher une entreprise. En fait, après 3 ans et demi, je m'aperçois et ça améliore l'EBITDA. Le PAI, excusez, je suis en anglais, là, mais Le bailleur. le BAYA est là et ça te donne une sécurité financière qui est parce que tu as fait les analyses, ça t'a obligé à penser plus loin. OK, l'impact de ça, qu'est-ce qu'on fait avec les rebuts de ça? Ben, les rebuts, hey, on est capable de réutiliser les rebuts et les revendre pas mal trippant, là. Tu sais, on est capable de faire du biodiesel avec les maudits plastiques qu'on n'était pas capable de recycler. Tu sais, il y a des affaires qui sont pas. C'est pas du biodiesel, là, il y a un nom à ça, là, je ne suis pas un grand expert, mais ça a amené l'équipe à se développer vraiment. Puis avec notre approche lean environnementale, c'est vraiment focusé sur ce qui est du gaspillage. Puis le gaspillage de créativité, ça c'est un qui est important. Fait que, Je, oui, je me permets, puis rebondir un peu là-dessus. Ce que j'entends depuis tantôt, c'est que, bon, ce qu'on dit des contraintes, ça nous amène à être plus créatifs, ouais, à voir les choses autrement. Puis je vais vous partager une petite anecdote personnelle. Tu sais, mon père, qui était un charpentier menuisier à l'époque, je me rappelle, il avait sa vieille drill Black Decker avec du tape électrique après et tout ça. Puis je disais tout le temps, Père, pourquoi tu n'en achètes pas une nouvelle, là? Ben, elle fonctionne. Lui, il a défaisait, il a remontait, il assemblait, puis sincèrement, il a eu sa perceuse toute sa carrière. Puis on parle d'environnement, ben on n'a pas reconstruit une autre perceuse. Elle a fonctionné. Puis cette côté économie, gaspillage, ben je pense que si on veut avoir un gros BAYA là, ou un EBITDA, ben il faut voir où est-ce qu'on peut économiser. Puis ces facteurs-là nous amènent à se poser ces questions-là parce que c'est bien plus facile de remplacer
que des fois de réparer ou d'utiliser autrement. Fait que j'aime beaucoup ce que vous amenez. Si je peux Nancy, comment... rebondir Oui? sur ce que tu viens de dire, la drill de ton père, là, dans la gouvernance, il faut amener ça. Puis la gouvernance est important. Le G est super important parce que il fait partie du fameux cercle vertueux. Alors, dans ta gouvernance, il faut vraiment l'amener et ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus que tu penses vertueusement à ne pas gaspiller, à améliorer, cette flywheel-là, c'est pour ça qu'on appelle ça une flywheel, une roue d'air, c'est qu'elle prend de la vitesse et elle a une force qui est difficile à arrêter un coup que c'est Un parti. momentum. Le momentum, il est là, puis ça prend plus que Donald Trump pour ralentir la roue, là. OK? Excellent. Nancy, comment tu aimerais poursuivre avec ce qui est amené jusqu'à présent? Mais là, ce qu'on a commencé à voir, là, c'est comment on s'enclenche, on voit la stratégie du burger qui est en train de se placer, on voit également qu'il y a des bénéfices pour comprendre qu'on a une entreprise. Je dis tout le temps, nos entreprises sont gentiment, mais condamnées à faire de l'argent. Fait qu'il faut vraiment que ce soit intelligent, que ce soit bien intégré là-dedans. On n'a pas de droit ou de passe-droit parce qu'on fait du développement durable, bien que ce soit des bonnes valeurs et des choses comme ça, d'être déficitaire, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, au contraire, c'est de rendre l'entreprise plus pérenne et plus pertinente. Puis en même temps, c'est une occasion d'innover, c'est une occasion de se démarquer. Puis aujourd'hui, on a des chaînes d'approvisionnement qui ont soit des éléments réglementaires ou même des éléments sur le fait qu'ils sont exportateurs. Un petit élément que je veux juste glisser ici, puis après ça, on va passer à la suite des questions, c'est que plusieurs personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont un exportateur indirect. Vous faites affaire à une entreprise qui, elle, fait affaire avec l'Europe. Bien, malheureusement, le critère européen de ESG est devenu le vôtre. Si vous ne le savez pas et que vous ne le voyez pas, bien, ça pourrait vous frapper malheureusement pas dans la bonne direction. Si vous le savez, vous êtes prêt à le prendre en charge. Fait que le voir en modèle opportunité, puis ça, c'est la meilleure chose que nos entreprises d'ici sont capables de faire. On est agile, on est brillant, on est innovant, puis on est capable de faire ces changements-là dans une affaire qui n'est pas automatiquement perturbateur complet de l'entreprise, mais plutôt un moteur de croissance. Fait que quand on pense à ça, bien, moi, ce que je me dis, bien, maintenant, là, on dit on s'engage. Louis, on sait que ton entreprise tes entreprises probablement sont un peu plus avancées. Pas grave. Comment qu'on garde ça pérenne, cette approche-là, ESG, à l'intérieur de l'entreprise? Parce que la réalité des choses, c'est pas qu'une fois qu'on s'est engagé, on dit on a répondu, c'est bon, j'ai eu mon 5 sur 10, mon 20 sur 10 ou whatever it is que notre client voulait avoir. Bon, ben, j'ai fini, ma job est faite, on continue. Fait que comment qu'on garde ça pérenne? Comment qu'on fait ça vivre à l'intérieur d'une entreprise? Le développement durable et les critères ESG. Fait Donc, que, qui veut Josiane, prendre peut-être Joanne? pour débuter. Exactement. Ben, si je peux jaser un peu de ce qu'on a fait depuis l'inventaire qu'on a fait avec notre conseillère d'Investissement Québec. Je parlais tantôt d'une entreprise de troisième génération. Justement, on est dans la finalité de cette transaction-là. Donc, ce qui est important aussi avec le mouvement qu'on vivait dans l'entreprise, mais c'est de refaire une planification stratégique. Donc là, la vision, la mission des entreprises, c'est beaucoup plus clair, d'intégrer le ESG concrètement à notre planification stratégique. Puis, il y a un des éléments qui rejoint aussi beaucoup le témoignage de Louis, pardon, c'est toute la culture d'amélioration continue puis de la réduction des gaspillages. Euh, Même si on est un manufacturier depuis plusieurs années, il y a certains réflexes qui se sont perdus avec le temps. Puis là, on essaie de ramener un peu l'importance d'avoir cette culture-là bien implantée dans l'entreprise parce que autant que les meilleures solutions sont très souvent amenées par les employés qui ont les deux mains dedans à chaque jour. Donc, comment on fait dans une entreprise pour intégrer cette culture-là qui indirectement réduit les gaspillages de temps, de ressources matérielles, donc de ressources financières. C'est un peu de ça que je parlais quand je mentionnais qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est omniprésent autour de nous. C'est l'exemple le plus simple que je peux dire de comment faire vivre ça dans une entreprise. Bien, tu mets ça dans ta vision de ta planète stratégique, puis ensuite de ça, les actions en découlent. Quel bon point.
Louis. Hey, ça, c'est une passe à la palette encore. Je connaissais pas Josiane, puis écoute, je bois tes paroles. Euh, c'est la même chose. C'est dans la culture, dans le grand danger qui guette les entreprises au Québec, je le répète, c'est cette zone de confort-là, quand on a des défis qui apparaissent comme on a présentement. Malheureusement, il y a des entreprises qui ne passeront pas à travers. Des belles entreprises, il y a des gens qui vont perdre leurs emplois, il y a des gens qui vont perdre de l'argent, il y a des gens qui vont perdre la vie parce que ça coûte des vies, ces affaires. Alors, d'avoir une culture d'amélioration continue, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait parce qu'on apprécie les nouvelles choses qui arrivent. Et ces nouvelles choses-là, quand on les intègre bien dans des processus bien établis de fabrication, basés sur les meilleures pratiques et euh, sur ce que l'accord de Paris parle, ce n'est pas une affaire de freak, cette affaire-là. C'est des bonnes. C'est la vertu. Et quand on est capable de la mettre en action dans nos entreprises, on ne peut plus arrêter. En fait, si on arrête, on déçoit toutes nos équipes parce que quand les membres d'équipe, je suis à mon usine de Saint-Valérien aujourd'hui, puis j'ai vu quelque chose d'extraordinaire sur le plancher de production qui est hyper productif, hyper simple, mais c'est 4 personnes qui ont mis ça en place. Je suis sûr qu'ils sont arrivés chez eux le soir et ont dit, écoute, on a réussi de quoi de vraiment tripant. On a réduit des heures là-dessus, on a réduit du gaspillage, on a réduit des déchets en réutilisant des choses qui seraient ramassées normalement dans le container. Oui, qui va être recyclé, mais le meilleur moyen de ne pas recycler, c'est de réutiliser. J'ai vu ça à travers les yeux de membres d'équipe et c'est une réussite. On faisait une visite avec un client ce matin et on veut la même affaire que nous autres. Wow! Et quand on est capable d'avoir des gens qui réussissent leur journée dans leur vie, et quand une entreprise, on réussit nos journées, on devrait réussir nos années, on devrait réussir nos décennies. Et c'est là que ça crée de la valeur. Puis, comment on voit l'évolution pour continuer dans la. Nous, on, on est, mais ça donne bien qu'est-ce qui se passe avec nos voisins du Sud parce qu'on était prêts, on était mûrs pour l'Europe. On était mûrs parce qu'au niveau EcoVadis, au niveau environnemental, c'est pas un critère pour le fun. C'est vraiment un critère sine qua non. Si tu l'as pas, écoute, on est à risque, nous autres, de se faire mettre à l'amende et on n'embarquera pas là-dedans. Ils ne savent pas dans le risque. Et là, on est vraiment prêt, on est là-dedans, on est dans qu'il y ait eu trompe ou pas, on était déjà lancé vers là. Fait que le timing pour nous autres est extraordinaire. Fait que, le fait d'avoir été un innovator et non pas un early adopter dans ce cas-là, c'est génial. Là. On est vraiment, mon équipe tripe vraiment. Là. Hmm. Mais ça Justement, tu as mis, l'amène. Oh, excuse-moi, vas-y. ben, t'as mis la table, puis tu sais, il y a un peu la suite, parce que là, il reste une quinzaine de minutes, grosso modo. Je rappelle aussi aux gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le Q&A, il va nous rester un petit peu de temps là-dedans. Mais la suite, je pense que c'est là aussi que Nancy t'allait, puis Louis, c'est ce que tu nous disais. Donc, vous avez eu une prise de conscience, vous vous êtes mis en action. C'est quoi pour vous, là, Louis, tu viens d'en parler un peu, en étant un peu un innovateur là-dedans, ça vous permet d'être à l'avant-garde d'une certaine manière, entre autres sur le marché européen. Toi, Josiane, c'est quoi la suite ou les prochaines étapes, justement, par rapport au facteur ESG? Ben, dans le fond, j'ai un beau plan d'action que j'ai élaboré et que je dois maintenant réaliser. J'ai des objectifs à court, moyen, à long terme. Il y a aussi tu sais, je me rends compte plus les journées avancent, c'est même notre norme ISO 9001-2015. Dans les nouveaux amendements des normes, ben, ça inclut aussi l'aspect environnemental. Fait que, tu sais, c'est omniprésent. Fait que moi, ma job, c'est de faire vivre ça de plus en plus dans l'entreprise, que ça soit concret. Je pense que où j'en suis aujourd'hui, je ne reculerai pas, c'est sûr. Puis
je suis le client et je suis aussi le fournisseur de quelqu'un. Donc, de réaliser ta place dans la chaîne d'approvisionnement, ben, c'est juste normal de faire sa part. Euh, Puis comme je dis, il faut décortiquer ça une étape à la fois. Faut pas être apeuré par tout ce qu'il y a devant nous. Puis je pense que l'erreur, justement, ça serait de rien faire, puis d'attendre que ça passe ou qu'on n'entende plus parler, parce que ça m'étonnerait que ça arrive. Le fameux coup du statu quo, hein, Josiane, que les gens oublient. Le statu quo, c'est pas un zéro-somme, c'est pas zéro. Ça laisse l'opinion à quelqu'un d'autre de passer en avant de nous autres, le coup de le rattraper dans le futur ou peut-être d'avoir manqué une opportunité. Fait que c'est un des avantages du développement durable, puis c'est là où est-ce que je vois, où est-ce que vous le représentez très bien. C'est ce continuum-là de toujours se poser la question, fais-tu les bonnes choses? Est-ce qu'on les fait de la bonne façon? Est-ce qu'on pourrait les faire mieux? Puis aujourd'hui, de le faire en sport d'équipe, c'est-à-dire, c'est plus juste la direction qui dit on tourne à gauche, c'est les employés qui disent hey, on pourrait peut-être tourner à gauche, puis il me semble que cette autoroute-là serait bonne pour nous autres. Puis ça nous amène à une autre place, à être plus agile, plus compétitif, puis être plus concurrentiel. Je trouve ça fabuleux. En fait, ça amène même des solutions à plus loin pour nos clients. Je pense que on s'en va vers la grande entreprise. Nous autres, on est dans la moyenne, puis c'est clair qu'on va être dans la grande entreprise. Il n'y en a pas assez au Québec qui veulent aller vers là, mais nous, on est déterminés à le faire. On se donne les moyens de le faire. Mais une des choses qu'on voit, pourquoi que c'est si ça nous donne quoi? C'est qu'on n'est plus un vendeur de commodités, on est un ameneur de solutions qui fait que nos clients ont plus de succès. On était en visite la semaine passée dans une usine et on est très terre à terre. Hein. On y va encore dans les usines qu'on va voir. Ça fait partie du livre, d'aller voir aussi for yourself, là, le Gamba. On était en Gamba chez un client potentiel, en fait, qui nous disait qu'il n'avait pas, vraiment pas besoin de nous autres. Et dans notre visite, on a regardé le projet avec une réduction de l'empreinte carbone parce qu'il y avait beaucoup de voyagement, beaucoup de non-valeur ajoutée dans leur usine à se promener et avec des risques de santé et sécurité. Quand on lui a dit, nous, on pourrait simplement l'assembler chez nous, tout peint, tout. Alors, on a dans une journée, libérer une baie complète chez notre client qui n'avait jamais vu ça, qui nous disait qu'il manquait d'espace dans son usine et il prend des membres d'équipe qui vont reprendre ces membres d'équipe-là, qui va faire qu'ils vont sortir plus de produits. Alors, moi, ça m'excite au bout. Quand on est capable d'aider nos clients à avoir beaucoup plus de succès et de garder justement l'empreinte carbone plus petite parce que le fameux scope 3, de ne pas se promener pour rien. Arrêtons de gaspiller du transport, de l'énergie et du talent. Amenons les produits avec une valeur plus ajoutée. Puis ça, c'est ce qu'on voit. Puis c'est pour ça qu'on va devenir une grande entreprise efficace. Ben, mon appel aux questions n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a M. Nguyen qui nous pose la question suivante. Donc, je m'adresse à vous trois, à vous de savoir qui a le goût de répondre. Donc, il nous dit, avec un intérêt de diversifier nos partenaires de commerce international et avec un rapprochement avec l'Europe, nos entreprises québécoises auront à s'adapter aux normes de l'Europe. Quelles seraient les premières étapes pour trouver des partenaires en Europe en utilisant l'angle SG? Comment pouvons-nous préparer les délégués, nos entreprises à aborder ce sujet lorsque demandé? Donc, question, pour moi, je n'ai pas cette expertise-là, mais comment vous la recevez, cette question-là? Donc, faire le pas vers l'Europe, comment on s'y prend avec les normes ESG? Si je peux parler avec, je vais revenir à EcoVadis, il faut déjà avoir des standards ISO, il faut déjà avoir des standards qui, c'est pas juste je dis que je suis bon, je prouve que je suis bon. Alors ça à mon avis, c'est la base, on parle la même langue qu'eux. Après ça, ben, il faut cibler les marchés que l'on veut. Nous, on va avec une approche très, très ciblée. Et il faut connaître ta business à travers ta gouvernance, il faut connaître tes capacités à travers ton social, ton équipe. Et ça, ces critères-là vont. Après ça, tu peux utiliser ChatGPT, puis il va te sortir quelle entreprise en Europe fait des véhicules en métal qui demandent, je ne sais pas moi, des types de produits. Mais
il faut déjà se faire un bon filtre à l'interne. Puis après ça, bon, on a plein d'aides. Le Canada, le Québec a des aides à l'exportation, de l'expertise. Puis, il faut sortir. Il faut sortir. J'arrive d'un voyage au Moyen-Orient où mon taux de succès était plus ou moins. Je m'attendais de faire ça, puis finalement, j'ai fait ça. J'avais une opportunité là dans ma défaite de ça. Fait qu'il faut quand même garder les yeux ouverts, puis il faut Hmm. sortir, puis il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est informé. Nancy ou Josiane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Nancy? Oui? Moi, je vais juste dire qu'on a quand même, il y a le gouvernement qui ont des ambassades à peu près dans tous les pays européens sur lesquels ils ont des gens qui viennent aider justement là-dedans. Vous avez aussi les bureaux de représentation du Québec pour les entreprises du Québec. N'oubliez pas également que Desjardins, nous avons Desjardins International, incluant le bureau de représentation de Desjardins à Paris qui couvre l'Europe et pas juste l'Europe francophone, vraiment l'Europe en général. On est là justement avec tous ces partenaires-là pour offrir de la visibilité. Mais c'est vrai que ce que disait Louis, c'est que maintenant qu'on se dirige vers l'Europe, c'est le même exercice qu'on ferait pour n'importe quel client qu'on souhaiterait aller chercher dans le futur. C'est quel le client, c'est quoi ses exigences. On a l'avantage actuellement, qui est particulièrement ce qui est autour du développement durable, puis de l'ESG. Clairement, l'Europe, il se publie en masse. Fait que je pense que vous pouvez trouver le moyen. Puis si jamais vous êtes inquiet, vous ne comprenez pas, bien, l'équipe de financement durable de Desjardins, surtout si vous êtes membre client chez Desjardins, va vous aider à y voir clair. L'objectif pour vous, c'est de dire, OK, c'est quoi les angles qui fait que moi, je me distingue, qui va faire que ce client-là va avoir le goût de faire affaire avec moi. C'est la même chose dans n'importe quoi. C'est pas parce que le développement durable est pris à part. Le développement durable, c'est un angle sur lequel vous pouvez vous distinguer. Hmm. Parfait. On arrive vers la fin du parcours d'aujourd'hui. J'aimerais peut-être, en commençant par Josiane, s'il y avait un petit peu un mot de la fin sur lequel tu voudrais laisser les participants du webinaire. Qu'est-ce que tu aimerais leur laisser? C'est pas très compliqué, ça va être lancez-vous, allez-y, une étape à la fois, il faut se mettre dans l'action. OK. Puis je vais reposer une question de plus. Donc, s'ils se lancent, qu'est-ce qu'ils risquent d'y trouver comme bénéfice? Quels seront les avantages de se lancer? Ben justement, on se rend compte que c'est beaucoup plus présent que ce qu'on croyait, puis que c'est juste d'être un bon citoyen corporatif de s'intéresser à ce sujet-là. Wow. C'est drôle, tantôt, je vous écoutais, puis on parle des facteurs ESG, mais je vais envoyer beaucoup de bienveillance là-dedans. OK? Mm. C'est comme des facteurs de bienveillance. La bienveillance humaine, la bienveillance environnementale, puis de la bienveillance pour l'entreprise. Donc, avec ces facteurs-là, donc d'être des gens bienveillants, je pense que c'est une qualité qu'on ne devrait pas se refuser. Louis, de ton côté? Ben, moi, je suis bienveilleux, c'est ça mon nom de famille. Euh, euh, oui, comme Josiane dans le mouvement, je pense qu'il faut rêver grand aussi. Et le Québec a oublié de continuer de faire de l'amélioration continue. Je répète, là, je suis un lean freak, mais c'est ce qui manque. Hein. Notre écart de productivité, c'est que good enough, c'est trop présent dans nos entreprises. C'est never good enough. Il faut vraiment parler d'excellence. Tantôt, Nancy parlait d'excellence. En, Si tu veux atteindre l'excellence, il faut que tu vises la perfection. Et la perfection n'est pas de ce monde, donc c'est une quête. Et faut pas voir comme une place où on s'en va, c'est le voyage. On est en groupe, on a du plaisir, notre entreprise grandit. Est-ce qu'on veut être à 10 milliards? Ben, écoute, on verra où est-ce qu'on se rend, mais présentement, on est en croissance. On s'en sort bien malgré tout ce qui se passe, nous autres. Là. Ça va bien, on embauche. Là. On est en accueil et intégration partout. C'est difficile d'embaucher. De ce temps-ci, il y a encore pas mal de manque de monde, mais ça nous drive. On voit, on voit plus loin que la butte. OK? Hmm. C'est ça qui est important. Puis c'est intéressant, on parlait de bienveillance, mais c'est sûr que si j'ai un choix à faire d'un employeur, puis je m'aperçois que j'ai un employeur qui risque d'être bienveillant envers la société, l'environnement, puis même la gouvernance, je risque d'aller justement travailler là, là. Euh, Puis avant qu'on passe avec le mot de la fin, Nancy, tantôt Nancy t'a nommé que Louis et toi, vous aviez une épinglette particulière. OK? Moi, ça m'est resté. Qu'est-ce que c'est cette épinglette-là exactement?
Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Josiane a mentionné qu'elle a été formée justement sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Et cette PIN-là, c'est la représentation des objectifs de développement de l'ONU. Donc, on l'appelle avec beaucoup d'amour la ODD PIN que les gens vont porter quand ils représentent que c'est des choses avec lesquelles ils vivent à l'intérieur de leur quotidien, soit d'entreprise ou d'emploi ou d'intérêt de valeur. Wow, bon. Ben, en tant Et que fier, on a intégré ça dans notre gouvernance. On a 13 points qu'on touche. Ça fait partie aussi de notre cahier de charge EcoVadis. C'est c'est les, c'est c'est les bonnes pratiques, vraiment. Donc, le développement durable, ben, c'est durable. La drill de ton père, tu vas en hériter un jour. Puis à chaque fois que tu vas percer avec, tu vas avoir un petit pincement de cœur. Ça va faire les plus beaux trous que tu vas pas faire. Puis ça va être effectivement. Merci, Louis. Donc, Nancy, justement, de ton côté, pour un petit mot de la fin. Ben, écoute, le mot de la fin, c'est que pour nous autres, Desjardins, pourquoi on a souhaité faire ce webinaire-là? C'est parce qu'on souhaite que nos entreprises soient performantes, qu'elles soient résilientes, puis on y croit que le développement durable est un facteur de succès pour se rendre là. On veut que les gens aient compris avec ce webinaire-là, en entendant Josiane et Louis, que vous en faites plus que vous pensez. Ayez pas si peur que ça. Vous allez probablement découvrir que vous êtes capable de faire beaucoup de choses qui vont vous rendre plus profitable et plus concurrentiel. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pas vrai que c'est juste pour la grande entreprise, la multinationale. Tout le monde peut y trouver son gain. Puis il y a de l'aide disponible. Arrêtez de penser que vous êtes seul là-dedans. Si vous êtes sorti avec ça, là, nous autres, on a gagné. Wow, génial. Ben, merci à vous trois. Vous pouvez rester encore en ligne. Le mot de la fin de ma part, là, au nom de l'École d'entrepreneurship de Beauce, évidemment, tout ce qui touche les facteurs humains, les facteurs environnementaux et de gouvernance est au cœur de nos enseignements, entre guillemets, à l'École d'entrepreneurship de Beauce. D'ailleurs, juste vous rappeler, notre mission, c'est de nourrir la flamme entrepreneuriale du Québec, donc des entrepreneurs québécois, pour qu'ils rayonnent ici au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. D'ailleurs, j'ai compris que Louis serait un de nos entrepreneurs entraîneurs bientôt à l'école. Donc, génial, Louis, on va avoir hâte de t'accueillir dans les murs de l'école. Puis, sachez qu'il y a différents programmes aussi à l'école. Donc, les programmes Élite, Émergence, on a des séjours intensifs. On a aussi des programmes pour les repreneurs potentiels et les cédants en devenir. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas éternel. Il y a peut-être d'autres gens qui vont pouvoir faire en sorte que notre entreprise, elle, perdure et demeure pérenne, un peu comme la drill de mon père. Donc, sur ce, j'aimerais vous remercier beaucoup pour votre participation. Soyez aux aguets sur les réseaux sociaux de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Il y a des webinaires régulièrement sur tous les sujets. Donc, ça a été un grand plaisir de vous accueillir. Merci Nancy, merci Louis, merci Josiane. Ça a été génial de vous voir aujourd'hui. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Merci, bye bye.